Eh ben, bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence qui va traiter d'un sujet d'actualité, puisqu'on va parler des cours d'école, de leur réaménagement et de tous les enjeux qu'il y a autour de ces questions-là. Et on va aborder cette question avec une conférence à 3 voix. Dans un premier temps, les paysagistes du CEE 33 vont vous expliquer un peu comment ils travaillent autour de ces questions. On aura ensuite l'atelier CLAP, qui nous présentera notamment les projets qui mènent à Libourne, mais pas seulement. Et en dernier temps, Pro-Urba, ça va nous permettre d'ouvrir tout un débat sur la question du mobilier. Et donc voilà, conférence à 3 voix. Et puis on est, comme d'habitude, maintenant accueillis par le CEE, qu'on remercie beaucoup. Eh ben, c'est avec grand plaisir, toujours. Bonsoir, donc Élodie Vouillon, directrice de ce CEE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, CEE pour les intimes. Juste pour vous dire, certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais pas tous. Le CEE, c'est un organisme, c'est une association qui existe depuis plus de 40 ans et qui conseille principalement les particuliers, les élus, et qui intervient aussi dans les écoles et qui fait des interventions grand public. Vous voyez que les publics sont larges sur les questions d'architecture, d'urbanisme et de paysage. Voilà, pour faire très court. Donc, dans nos missions de sensibilisation, ce soir, par exemple, nous sommes réunis, nous adressons aux professionnels et aux futurs professionnels. C'est très important pour nous de vous accueillir en tant que futurs maîtres d'œuvre ou autres métiers, d'ailleurs. Nous le verrons dans de prochains événements entre nous, pour voir qu'il y a plusieurs manières d'exercer ce métier et avec d'autres disciplines. Voilà, donc je vais passer la parole à notre trio de paysagistes, donc Yesa, Justine et Sébastien, paysagistes tous les 3 au CEE. Ce propos introductif, c'est pour vous montrer comment on réfléchit dès l'amont, puisque le CEE intervient en amont des projets gratuitement auprès des collectivités pour les aider à faire émerger des projets du pré-programme. Et ensuite, il y a un passage relais au privé, dont on aura l'illustration, par exemple, avec Florian et Stéphanie d'Atelier CLAP. Voilà. Bonne soirée. Alors, on nous a demandé, bonsoir d'abord, on nous a demandé d'intervenir un petit peu, oui, pour expliquer comment nous on travaille sur les cours d'école en Gironde, au CAUE. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait très longtemps, en fin de compte, qu'on est sollicité par les collectivités pour travailler sur ces lieux-là, sur ces espaces. Simplement, et là je vais faire un peu mon vieux paysagiste du CAUE, on a vu qu'au fil des années, les sollicitations évoluaient petit à petit et que de plus en plus, les enseignants sont sollicités ou nous sollicitent directement pour réfléchir en amont avec les enfants, notamment sur ces cours d'école. Et avec cette évolution des sollicitations, c'est un parti que l'on a pris et qu'on a développé, nous, de notre côté, pour que ce soit à chaque sollicitation, en fait, qu'on soit à chaque fois dans ce triptyque CAUE, élus, municipalités et enseignants. Et ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est de voir que parfois la sollicitation vient de la commune, pour travailler sur la cour d'école, mais elle peut aussi venir directement des enseignants qui souhaitent faire travailler les enfants sur la cour et ensuite essayer d'apporter ce travail aux élus pour les faire soit changer d'avis, soit pour les influencer, pour pouvoir lancer des travaux et réfléchir sur ces aménagements. Donc là, c'est vraiment sur ce triptyque-là qu'on essaye de mettre en place à chaque sollicitation que l'on a.
Aujourd'hui, l'aménagement des cours d'école doit répondre à de nouvelles problématiques parce qu'encore jusqu'à très récemment, la question du bien-être, par exemple, ne s'est pas vraiment posée. C'est-à-dire, par exemple, le lien entre le végétal et la santé mentale. Il y a aussi la question du réchauffement climatique qui était moins perceptible, alors qu'aujourd'hui, on multiplie, les canicules se multiplient. L'utilisation genrée de la cour n'était pas questionnée, donc souvent on se retrouvait avec un terrain de sport dessiné en plein milieu de la cour, généralement utilisé par les garçons, avec les filles qui se retrouvent sur les côtés. L'évacuation de l'eau aussi, qui se fait souvent par un système tout tuyau, qu'on essaye d'éviter aujourd'hui pour faire de l'infiltration à la parcelle. Donc souvent, aujourd'hui, on a encore ce problème de ruissellement et d'eau stagnante dans la cour. Donc globalement, on préférait le contrôle face au climat et au végétal, ce qui a causé un grand nombre de problèmes. Les cours sont devenus des îlots de chaleur. Elles réverbèrent la chaleur, mais également le bruit, qui est accentué par le bitume et les murs. Elles manquent vraiment d'ombre et de fraîcheur. Donc souvent, on a des préaux dans la cour, mais ça suffit pas. Enfin, ça solutionne la question de l'ombre, mais ça ne crée pas de la fraîcheur comme un arbre, par exemple. Souvent, les élus nous parlent d'ombrières avec des panneaux photovoltaïques pour résoudre la question de l'ombre. Mais encore une fois, ça ne crée pas de fraîcheur, comme le végétal. Les cours d'école donc subissent souvent le ruissellement de l'eau, l'eau stagnante, donc soit parce qu'il y a une forte pente dans la cour, soit parce qu'il y a des crevasses dans le bitume. Et donc, on a souvent ce problème de gestion de l'eau de pluie, en fait. Et aussi, un autre problème, c'est le manque de mobilier. Les enfants n'ont souvent pas où s'asseoir ou des tables, alors qu'il y a quand même un grand nombre d'enfants qui ne font pas forcément d'activités sportives dans la cour, mais pour eux, il manque un certain mobilier. Et aussi, le manque de mobilier de jeu peut créer de l'ennui chez beaucoup d'enfants, ce qui fait que sans stimulation extérieure, ils vont se contenter de reproduire des activités qu'ils connaissent déjà. Et c'est là qu'on retrouve des stéréotypes de genre où les garçons vont jouer au foot et les filles à la corde à sauter, pour reprendre un vieux stéréotype de genre. Donc au CAE, notre mission, c'est d'accompagner la maîtrise d'ouvrage pour recruter un maître d'œuvre. Et on pense que le projet de cours d'école, pour qu'il soit pour tous, il faut aussi qu'il soit par tous. Donc on met à chaque fois une démarche participative en place, donc par les usagers, avec les usagers, et donc forcément avec les enfants. On a la chance au CAE, c'est vrai, de prendre le temps. Donc on pense que cette temporalité, elle est très importante dans la participation pour faire émerger vraiment les bons enjeux. Et on propose à chaque fois plusieurs étapes pour vraiment avoir le temps de comprendre le fonctionnement de la cour, d'analyser les problématiques, de recueillir les besoins, les envies, que ce soit de l'équipe enseignante ou des enfants, et de faire émerger les orientations du programme. Donc là, vous voyez, on a mis en place quelques étapes qui sont à peu près toujours les mêmes, que ce soit une cour d'école maternelle, élémentaire ou un collège. On fonctionne d'abord avec un état des lieux, puis une analyse, ensuite on fait travailler les enfants. L'idée, c'est que nous, on fasse vraiment émerger les problématiques. On ne va pas dessiner le projet de cours d'école. Là, on explique aux enfants, lors de cette présentation, que il y aura vraiment un projet après qui sera dessiné, mais que leur rôle va être très important du début à la fin. Donc la première étape de l'état des lieux, elle est très importante. Nous, on essaie en fait de
de faire participer tous les niveaux, que ce soit la maternelle ou jusqu'au collège. On pense que voilà que chaque niveau peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est souvent aussi un besoin de l'équipe enseignante. Certains ont des maternelles, donc on essaie de travailler sur des choses plus sensibles, comme un inventaire du végétal, par des herbiers, par des relevés de texture, donc leur faire comprendre ce que c'est qu'un îlot de chaleur, leur montrer qu'on est mieux dans un espace ombragé par un arbre qu'en plein soleil sur du béton. On va travailler sur des plans des usages, on va travailler sur des boîtes à idées où chacun peut mettre ses petites idées. Et puis une autre phase par les plus grands qui peut être aussi l'enquête. Donc tout ça, c'est réalisé en autonomie par les enfants. Nous, l'idée, c'est de faire des propositions et ensuite que les ateliers soient appropriés par l'équipe enseignante. Donc là, on a des exemples d'état des lieux in situ, donc dans la cour. C'est l'enseignant qui le réalise avec les enfants. On leur montre des exemples, on leur apporte des références. Parfois, on peut faire des ateliers aussi avec eux, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, ils puissent les faire en autonomie. La définition des usages aussi va être très importante. La cour, elle peut être utilisée de 1000 façons. On a des usages permanents, mais on a des usages dits aussi occasionnels. Par exemple, ça va être le besoin de rassemblement durant la fête de l'école, le besoin de se protéger quand la météo n'est pas favorable, le besoin d'attendre devant la cantine. Voilà, nous, on va essayer de vraiment inclure toutes ces contraintes au projet. Par la discussion avec l'équipe enseignante, par le personnel de cantine et aussi par l'observation de la pratique des enfants lors des temps de récréation. Autre étape importante selon nous pour travailler sur ces espaces, c'est de faire prendre conscience aux enfants qu'il n'y a pas simplement les élèves qui utilisent cette cour et qu'il y a plein d'autres personnes. Et travailler avec des systèmes d'enquête, de questionnaires auprès de l'ensemble de ces usagers leur fait prendre conscience justement que c'est pas simplement le groupe des CM2 qui utilise la cour, c'est déjà tous les niveaux qui peuvent utiliser la cour. Il y a aussi les enseignants, il y a aussi le personnel technique et parfois dans certaines écoles la cour peut être utilisée par d'autres personnes et donc l'enquête permet de révéler ça et de leur faire prendre vraiment conscience que c'est un espace partagé et que chacun a des attentes plus ou moins différentes et donc il n'y a pas de raison qu'une attente prenne le dessus sur une autre. Donc ça, c'est un travail, ouais, de par notre action dans le temps, enfin sur un temps assez long, on peut prendre le temps d'avoir ce genre d'action. Alors en plus les enseignants aiment ça puisque il y a un travail de rédaction auprès des élèves et puis de sélection aussi des questions, de savoir laquelle est la plus pertinente. Et puis après, il faut collecter et puis pouvoir réutiliser et réexploiter l'ensemble de ces résultats de questionnaire. Un autre moyen de rassembler l'avis des élèves peut être ce genre de plan. Celui-ci a été créé dessiné par le CAE de la Sarthe et rempli par des élèves d'un collège à côté du Mans. Donc chacun y donne son avis sur un espace qu'il choisit et en argumentant dit qu'est-ce qu'il trouve bien, qu'est-ce qu'il trouve pas bien dans cet espace. Donc l'idée c'est de soulever les manques et dysfonctionnements dans chacun des espaces. Que eux ils voient mais que nous ne pouvons pas connaître. Donc par exemple là ils voulaient nous dire que ils aimaient beaucoup un espace végétalisé mais où il est interdit d'aller. Ou par exemple ça nous a permis de soulever des conflits d'usage qui étaient très marqués dans certains espaces où il manque du mobilier ou des limitations dans la cour. Mais on doit aussi prendre en compte des contraintes qui dépassent l'usage des enfants, c'est-à-dire, par exemple ici, les flux de circulation obligatoires sur le site, donc aller d'un point A à un point B par le chemin le plus direct possible. Donc éviter d'encombrer ces espaces de circulation pour savoir où mettre, donc par exemple ici en orange, ce sont les espaces qui restent, où la circulation n'est pas obligatoire, où on peut mettre en place des jeux ou de la végétation qui peut encombrer l'espace.
Alors là, c'est un autre exemple d'état des lieux pour la commune d'Ambès. En fait, notre travail aussi, ça va être de synthétiser les différents états des lieux que plusieurs classes va pouvoir nous faire, par exemple, et d'avoir à la commune, de pouvoir restituer un moment aux élus, voilà, les problèmes qu'il y a dans la cour de récréation. Et voilà, de commencer un peu à définir aussi ce qui plaît, ce qui fonctionne, les manques. Là, on peut voir sur cet exemple-là, et c'était un avis unanime que les terrains de sport prenaient beaucoup trop de place et qu'on avait un espace de végétation, ce qu'ils appellent la forêt. Voilà, tous l'équipe enseignante et les enfants aussi avaient envie que ce coin de forêt à l'ombre prenne plus de place dans la cour de récréation. Donc, à travers l'état des lieux des enfants, les approches sensibles, les ressentis de chacun et les enquêtes, on a pu réaliser ce genre de plan. Et à chaque étape, on a les enfants qui nous font un retour, bien sûr, de leurs travaux. Pour amorcer aussi la phase esquisse, mais par les enfants, on essaie de leur apporter des idées, d'enrichir leur imaginaire par des images inspirantes, ou ce qu'on appelle nous des images références. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent aussi avoir une imagination un peu plus riche et un peu cadré, on va dire, pour pas que ça parte dans tous les sens. On voit parfois des idées un peu farfelues et surtout pas réalisables. Donc l'idée, c'est qu'ils aient des aménagements finalement très concrets, qui peut être vraiment des tipis, faits avec le végétal, des idées de matériaux, des choses qui vont leur permettre après d'imaginer et de créer. Donc justement, à partir de cette boîte à outils, enfin de boîte à idées et d'images de référence, on leur demande souvent, après ce travail, de commencer à dessiner pour eux la cour idéale. C'est un élément qu'on fait un peu tardivement en fait dans notre processus. On évite de les faire dessiner trop rapidement, sinon, comme le disait Justine, ça part un peu dans tous les sens. On a besoin de faire ce travail en amont et de leur montrer aussi ces références pour qu'ils commencent à comprendre ce qu'on attend d'eux sur cette course, ce qu'on peut y mettre, ce qu'on ne peut pas y mettre, pourquoi aussi. Et voilà, on fait ce travail de dessin, voire de maquette, comme on peut le voir sur l'exemple. Et ça marche assez bien parce que les enfants commencent à spatialiser les choses et à être un peu plus raisonnables en termes d'aménagement, tout en se gardant une certaine liberté qui leur est nécessaire, hein, ça c'est clair. Mais c'est vraiment de leur faire prendre conscience, si on veut des jeux, il faut une place minimum. Si on veut mettre un espace de jeu de ballon ou choses comme ça, ça peut pas se faire n'importe où. Enfin, on a besoin de faire tout ce travail en amont pour pouvoir ensuite les laisser dessiner et se lâcher un petit peu. Et puis après tout ça, les dessins, chacun dessine. Et puis après, on expose ses idées auprès des membres des autres élèves de la classe ou auprès des autres classes. Et puis, il faut faire des choix de ce qu'on va pouvoir présenter, ce qu'on va pouvoir porter, notamment auprès de la municipalité. Donc, des fois, il y a des débats assez engagés. Et une fois que tout le monde est d'accord, l'idée c'est d'avoir ce genre de petites planches à la fois sur l'état des lieux, sur des petites propositions et des images de référence. Et ça c'est un peu, quand on n'y arrive pas tout le temps, mais dans le processus idéal, c'est ce on essaye d'aller vers ça pour que les élèves produisent ce type de document et puissent ensuite le donner au maître d'ouvrage, c'est-à-dire les élus de la municipalité. Leur dire, voilà, vous avez une réflexion, nous on a porté une réflexion sur la cour et voilà nos idées, ou on sait que vous avez une réflexion et voilà ce qu'on pense aussi de cet espace. Et ça c'est assez intéressant parce que ça vient vraiment nourrir le projet. On n'est pas encore dans le projet, mais on a un engagement des enfants sur la requalification de cet espace. Donc après, en termes de respect des aménagements et tout ça, on a une grande part de gagner. Et puis nous, comme on le disait tout à l'heure, comme on est dans un temps peut-être un peu plus long qu'un bureau d'études, on peut revenir dans des écoles ou dans des collèges et on peut, une fois qu'un bureau d'études a travaillé, une fois que le projet est acté, on peut les amener parfois à revenir sur des espaces qui sont en chantier.
et de les confronter voilà, à la réalité du projet, au processus du projet avec la construction. Bon, là, c'est un exemple de bâti, mais on peut être amené sur une cour d'école. Et ce processus, il peut encore aller un peu plus loin, où là, c'est l'exemple à Mérignac sur une cour de collège. C'est pas une école, c'est un collège, mais c'est les impliquer directement dans la réalisation des choses. Sur cet exemple, c'était sur un travail sur la requalification du sous-bois, et les élèves ont été amenés à mettre les mains dans la terre et à replanter. Donc là aussi, en termes de respect après des aménagements, on a la cause qui est acquise très, très, très facilement, parce qu'ils ont creusé, ils ont planté, ils ont nettoyé, donc après ils sont impliqués pour respecter ces espaces-là. Et puis pour les faire vivre, pour en parler aux autres aussi, pour en parler aux parents, et donc on a un effet boule de neige qui est assez intéressant. Et en ça, c'est vrai que le travail sur les cours d'école pour le CAUE, c'est vraiment ça, cette dimension-là, cette temporalité assez longue que l'on peut se permettre d'avoir, qui va nous permettre voilà, d'être très en amont d'un projet et d'aller au-delà du projet, de voir même le suivi sur un projet et la gestion du projet. Et ça, c'est vraiment un élément qui a évolué aussi dans nos pratiques au fil des années. Moi, il y a 20 ans, quand je travaillais sur une cour d'école, on faisait un pré-projet très en amont, et puis voilà, après, ça restait dans les mains des élus. Maintenant, on implique beaucoup plus de personnes, et on est prêt à revenir encore dans le processus. Voilà un petit peu notre manière de faire auprès des cours d'école. Bonjour, merci d'être là. Je vais enchaîner tout de suite et je laisserai aussi la parole à Flo. On va faire la présentation à deux voix. Donc, Atelier Clap, paysagiste. On est, juste pour se présenter rapidement, on est une petite agence de paysage qui fait de la conception, depuis les phases amont de projets pour aider les élus à concrétiser leur programme, mais jusqu'aux phases de maîtrise d'œuvre où on va faire la conception et ensuite le suivi de chantier d'un projet d'aménagement ou autre. Ça peut être très large. On n'est pas spécialisé dans les cours d'école, mais par contre, on est là aujourd'hui pour vous partager notre expérience sur ces cours d'école qu'on a appelés les cours forêts, parce que vous allez voir que notre démarche est de placer l'arbre, de lui donner une réelle place dans le projet. Voilà, on est là aussi, donc ça a été un peu l'effet boule de neige. On a eu la chance d'avoir le prix du palmarès du paysage en 2021 sur la cour de l'école sud de Libourne, une cour élémentaire, cour primaire, pour laquelle on a fait un aménagement de renaturation et qui a été primé pour son côté frugal et participatif. Donc on va mieux expliquer cette démarche qui après a été vraiment qui a donné le là en fait pour plusieurs aménagements d'école. Je vais baisser le truc. Donc frugal, pourquoi on est arrivé sur, je vous parle de la cour d'école sud de Libourne parce que ça a été le point de départ. Frugal parce qu'il y avait un vraiment tout petit budget à la base. 70 000 euros de budget travaux. La mairie avait déjà son budget travaux, n'était pas passé forcément par le CAUE avant. Ils avaient plutôt l'idée de, un budget et puis surtout on va le voir aussi tout à l'heure, quelqu'un du périscolaire qui a vraiment poussé le projet pour avoir des bacs protégés. Enfin, il était vraiment dans cet objectif-là. Bon, je vous parle du budget parce que c'est un point important qui a vraiment nourri notre méthode aussi. Et on s'en est servi vraiment comme une donnée d'entrée pour rendre le projet beaucoup plus malin. Et deuxième chose qu'on voulait vous dire sur les cours d'école, c'est qu'on est dans des projets, le CAU l'a dit, participatifs. On est obligé d'impliquer les humains, obligé de jouer avec les peurs, d'écouter les peurs des uns et des autres. Et on est sur des territoires, on est sur un territoire. En fait, on est sur le territoire des enfants, sur le territoire des enseignants, sur le territoire de la directrice ou du directeur. Et c'est peut-être ça qui différencie aussi de l'espace public en lui-même et qui le rend très intéressant. Tu peux me tourner le diapo ?
Super. Donc trois cours d'école où on peut vous présenter nos premiers retours d'expérience. On va les passer rapidement, mais l'école sud de Libourne, où donc c'est l'école qui a été primée au palmarès du paysage, 2700 mètres carrés. On tombe pas des nues quand on voit ces photos. On est sur une cour d'école banalisée, stérilisée. Je passe la description. Pardon, vas-y, je te laisse faire. Ok. L'école Steg de Libourne, parce que en fait la première école qu'on a fait, en fait ça a été une réelle expérience, un projet pilote, et la ville a voulu de plus en plus continuer avec nous sur cette expérimentation de transformation de ces cours d'école, et donc nous a fait confiance sur l'école Steg. Et ensuite, une expérience qu'on a pu et qu'on est en train de mettre en place à l'école Stanislas à Cannes. Donc là, c'est un grand établissement où on est sur de l'établissement privé qui va de la maternelle jusqu'à l'école élémentaire, collège et lycée. On va le voir tout à l'heure, mais grosso modo, on est dans des contextes quand même pour l'instant assez similaires, dans le sens où on est sur des cours entièrement imperméabilisés, mais vous allez voir qu'ensuite le jeu des gens, le jeu des humains qui font le projet et avec qui on fait le projet est totalement différent, et on peut pas aborder les choses de la même manière. Donc nous aujourd'hui on est là pour vous expliquer notre démarche avec toute humilité, avec de l'humilité aussi, parce que ça c'est la démarche qu'on a développée sur ces trois écoles. Peut-être que demain on en fait une quatrième et que c'est différent, mais en tout cas il y a le côté de la coopération, favoriser la coopération, faire que tout le monde adhère à ce projet, et comme le disait le CAUE aussi, qu'il y ait vraiment le côté appréciation et surtout prise en main du projet une fois qu'il est réalisé par les enfants. Le côté de la place de l'arbre en fait qui est maximisée, ça c'est très important pour nous. Quand on végétalise une cour de récréation, on est sur des questions d'entretien, donc vous allez voir que la place de l'arbre prend vraiment pour nous de l'importance, et que c'est sur ça qu'on va beaucoup jouer. Diversifier les usages aussi, on l'a dit, sur le côté genré, non genré, qu'il faut aussi maintenant dépasser, et enfin accompagner le chantier et au-delà, voir comment nous, dans nos contrats de maîtrise d'œuvre, on peut aussi un peu aller plus loin que le contrat en lui-même, mais bien sûr tout en restant aussi à sa place. Comment on peut initier les choses. Donc première partie, on est sur cette coopération. Comment, dans un temps de maîtrise d'œuvre, favoriser la coopération sans s'étaler non plus dans trop de réunions de concertation, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on a des objectifs, on a des délais à respecter, et à un moment donné, il faut associer tout le monde sans perdre non plus trop de temps dans toute cette concertation. Donc là, par exemple, trois contextes totalement différents, parce que les gens et les commandes étaient différentes à la base. On a donc la première école ici, qui donc à l'école sud, où là on était vraiment sur un projet. Au départ, avec ce petit budget, c'était plus quelques bacs potagers. Il y avait même pas le projet de mobilier. On était surtout sur un budget bac potager, et puis quand même la question d'une pergola éventuellement, parce qu'il y avait vraiment cette question de l'ombre. Ensuite, donc vous allez voir qu'on a bien évidemment dépassé cette question de la pergola, et on va tout simplement pour des raisons de budget. Vous allez voir tout à l'heure que la pergola allait être trop petite, on aurait fait que ça. Donc nous on leur a proposé de planter des arbres, et une centaine d'arbres dans la cour, et ça a été le déclencheur pour ensuite végétaliser les autres écoles de Libourne. Et troisième contexte, l'école Stanislas à Cannes, on est sur une volonté de désimperméabiliser. On est dans le sud-est de la France, donc région très touchée par ces sécheresses, et par contre avec des contraintes très très fortes de réseaux souterrains, donc une cour truffée de réseaux. Donc à un moment donné, comment on fait, parce que planter les arbres, on peut pas les planter dans les réseaux. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu nos différents points de départ. On a les mêmes points de départ que tout le monde sur les cours d'école. On est sur des notions de territoire.
c'est très très important cette notion de territoire parce que c'est ça qui va dicter tout le projet après et ça fait qu'on est avec des gens et ces gens-là, certains ont des idées précurseurs et d'autres ont aussi des craintes liées à ces changements qui vont bouleverser les usages. Donc on a le sujet de la boue, de la salissure. Si on désimperméabilise, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Ça c'est une vraie question. Et est-ce que les femmes de ménage ou les agents de nettoyage vont pas être débordés par le travail si on salit les classes? Comment ça se fait? Comment ça va se passer? Comment vont se passer aussi la surveillance de la cour de récré? Si on plante des arbres, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir toujours surveiller les enfants comme on le faisait actuellement? Et puis enfin, ça c'est parce que aussi on le provoque aussi, mais la question de la comestibilité, des fois on a envie aussi d'aller jusque là, proposer des arbres qui proposent des récoltes et où on pourrait faire quelque chose de leurs fruits. Et donc ça aussi, il n'y a pas toutes les écoles et toutes les équipes sur place qui sont prêtes à l'entendre. Mais en tout cas, les dés sont là et on a toutes ces contraintes et ces freins potentiels et en même temps tous ces espaces de jeu qu'il va falloir tester avec les différentes personnes avec qui on va travailler. Et donc pour nous, le jeu de ces dialogues et de ces discussions, ça passe par beaucoup la maquette. Pourquoi la maquette? C'est que en fait, nous, ça nous permet de découper. On est sur du découpage et des formes simples. Ça nous permet de pas s'orienter vers la forme tout de suite, mais en même temps, ça nous permet de donner quand même assez de forme pour pouvoir expliquer des grandes idées. C'est comme si on faisait un grand schéma, sauf que souvent on comprend pas les schémas, et donc là on peut aussi le visualiser dans l'espace. Donc pour nous, ça nous permet de simplifier notre conception et en même temps de pouvoir laisser les choses s'approprier et surtout que cette maquette est encore bougeable. C'est des maquettes jeux où on peut tout bouger, tout enlever et tout mettre aussi. Donc bien sûr, pas tout mettre, on cadre aussi les choses et c'est là où il y a un peu de stratégie aussi dans la démarche, c'est que les choses sont totalement ouvertes et totalement cadrées aussi. Là, par exemple, la cour de l'école Steg, il y avait plusieurs variantes, plusieurs potentialités, mais c'est des bouts qu'on a pu quand même découper avant, qui ont été préassemblés, qui ont été réfléchis par rapport à des contraintes techniques qu'on a, par rapport à une réelle volonté de conception spatiale, quoi. Mais en même temps, c'est soumis à avis et c'est aussi manipulable encore avec les différentes personnes. Donc là, pardon. Je rajoute juste quelque chose à ce que tu dis, c'est qu'on n'était pas dans le cadre du CAUE qui est passé avant nous pour faire une programmation. On arrivait face à une maîtrise d'ouvrage qui n'avait pas vraiment de notion, tu l'as dit, peut-être un budget au départ, mais c'est à peu près tout, quoi. Donc on doit cadrer les choses très rapidement. Par contre, comme vous l'avez dit, le CAUE a cette capacité d'être dans le temps long, nous non. Mais on doit cadrer les choses, faire comprendre à la maîtrise d'ouvrage, que ce soit les différents interlocuteurs, tu l'as dit, l'élu, le technicien, le prof, de qu'est-ce que vous voulez au fait, qu'est-ce que vous êtes capable d'avoir. Et donc ça, c'est pour ça aussi qu'on utilise cet outil-là qui permet de faire passer cette phase de programmation et de mettre un pied dès le départ dans la maîtrise d'œuvre et dans la forme. Voilà. Tout à fait. Là, vous avez la directrice qui manipule un des objets, le périscolaire et une enseignante. Donc là, c'était vraiment réunion plutôt avec l'équipe des adultes, où on bouge même au niveau du parvis. Bon, ça je passe, mais ces maquettes, en fait, de rentrer par ces maquettes, ça permet aussi après de passer au plan réseau. Et d'un coup, tout le monde comprend tout. Ah oui, ce qu'on avait vu sur la maquette. Ah oui, là, il y a un réseau là. Et c'est aussi beaucoup plus vivant pour nous, en tout cas, d'utiliser cette méthode. Ça permet de tout de suite rentrer dans le projet. Autre chose aussi très très important, en tout cas pour nous, ça a été d'inclure. Là, c'est sur la première école de Libourne, d'inclure le chef jardinier de la ville. Pour lui, peut-être que ça a changé maintenant, mais en tout cas pour lui, le premier contact qu'on avait eu, c'était si vous plantez 30 arbres dans cette cour, c'est déjà trop, vous allez jamais y arriver.
Et nous, on commençait à faire notre maquette dans l'atelier et parallèlement, on en plantait 100. Alors on a fait oh là là, mais non, mais là il faut qu'on en discute avec lui. Il faut qu'on voie pourquoi il dit que 30 arbres c'est déjà trop. Voilà, nous on veut faire une forêt. Donc comment on va faire la forêt avec ce jardinier? Parce que c'est lui qui va aussi après passer l'entretenir. On parlera de l'entretien après, à minima bien sûr, mais c'est lui qui va être à un moment donné responsable aussi de cette forêt. Donc on l'a inclus dès le début et puis en fait non, tout va bien. La forêt, ça passe bien. Il comprend, il nous aide, il affine avec nous les essences qu'on va planter. On reviendra peut-être sur la palette végétale, mais on a choisi avec lui des essences résistantes à la sécheresse. Donc on n'est pas sur des écoles où il y a de l'arrosage. En tout cas sur les 2 écoles de Libourne, il n'y a pas d'arrosage. Donc ça va être l'entreprise les premières années et puis la ville qui va arroser si besoin ponctuellement pendant les premières années pendant les premiers étés, mais après l'arbre se développe de lui-même. Donc on a vraiment eu le besoin d'associer tout le monde, que ça soit les techniciens, les élus, bon, les parents d'élèves. Là, à Stan aussi, l'école Stanislas à Cannes, on a fait une journée spécifique. En plus, on venait de loin. On est dans le sud-ouest. On fait ce projet de maîtrise d'œuvre dans le sud-est. C'est très intéressant, mais c'est aussi de l'organisation. Et donc, c'était une journée entière où on a fait passer à la fois l'équipe directeur et enseignants, les lycéens et classes préparatoires, les enfants qui comprennent très très bien. Enfin, là, ils expliquaient le phasage. En fait, la petite fille expliquait le phasage de l'école, des travaux à son copain. Donc, c'était vraiment très très interactif. Et puis ces bouts finalement qui s'enlèvent, qui se mettent, c'est vrai que ça fait moins peur. Mais c'est pas que pour ça aussi. C'est que en même temps, ils savent pourquoi ils mettent les choses, ils savent pourquoi ils mettent les modules là, et on peut les déplacer avec eux, et puis on leur explique, ah mais non, là j'ai un réseau, ah mais non, là je l'ai mis ça, là pour là, et là ils comprennent mieux, et puis aussi ils rajoutent des idées, mais tout en étant cadrés. Et pour nous, c'est très important dans la maîtrise d'œuvre, parce qu'on a clairement vraiment la question des délais aussi. On aboutit à ce genre de choses à la fin d'une réunion comme ça où nous on prend en photo notre maquette avec la tablette et puis on annote dessus et puis on fait valider à tout le monde, est-ce que vous êtes d'accord, c'est bien ça, et eux bien évidemment ils ont rajouté plein de choses sur la place qu'ils voulaient de l'arbre. Bien sûr nous on a toujours forcé le trait en s'étalant un peu plus, en leur proposant des grandes forêts, en leur disant que c'est possible. Après, voilà, il y a des négociations aussi, des choses de non, mais là, on va insérer les 2 tables de ping-pong dans cette grande forêt. Ah, et puis ça va devenir un nouveau lieu de jeu, en fait. On va le voir aussi, c'est que il y a cette notion de quand on désimperméabilise, cette peur de on va enlever de l'espace. Et en fait, les gens se sont rendus compte, on va le voir aussi dans les photos tout à l'heure, qu'on en gagnait de l'espace parce qu'on gagne en diversité d'usage et en diversité d'ambiance. Et au final, il se crée des nouveaux univers et la cour s'est agrandie. Et ça, c'est texto ce que nous a dit le périscolaire de l'école de Libourne. Voilà, une discussion qu'on a eue aussi. Par contre, c'est pas partout possible de casser le terrain de sport, hein, on est d'accord. À l'école Steg, non, ils ont besoin d'un terrain de hand. On avait proposé de le casser au début, ils ont voulu revenir à une symétrie, mais on trouve ça tout à fait normal s'il y a vraiment cet objectif de pédagogique et sportif d'apprendre le hand et ces jeux-là. Après, on va voir comment on s'est amusé avec ce terrain de jeu aussi. Bon, je sais pas, le temps, le rythme, ça va ou c'est un peu... Je suis bombarde. Maximiser la place de l'arbre, pour nous, c'est très important parce que quand on parle de végétalisation des cours de récréation, maintenant, c'est devenu un peu plus dans les... Ça vient, mais à l'époque de l'école sud de Libourne, quand on parlait de végétalisation, on nous parlait pas d'arbres, on nous parlait de petites vivaces, de bacs potagers, de tout, mais pas d'arbres. Et donc nous, on s'est dit non, mais il y a plein d'enfants qui vont courir dans cette cour, il y a de l'entretien, on va pas pouvoir faire des massifs de vivaces. Et même ça a besoin d'eau. Bon, autant utiliser l'arbre parce que l'arbre il est un véritable support de pédagogie et les enfants vont pouvoir ramasser les feuilles, apprendre le nom des arbres. Voilà, c'était un projet beaucoup plus complet de tourner tout le projet autour de l'arbre et de la forêt.
Et donc, enfin voilà, on va vous montrer les images tout à l'heure. Là, c'est de quoi on part à l'école sud de Libourne. C'est super qu'on parte de là parce que le périscolaire avait fait ce plan-là en nous disant c'était notre programme à nous. On n'avait pas de CAUE qui passait, donc voilà, on avait cet échange avec le périscolaire. Il nous disait voilà, moi je veux ça, je veux une grande pergola parce que j'ai besoin d'ombre. Et je veux des bacs potagers et puis surtout une petite haie parce que il y a le parking en face, on a vraiment besoin de cacher la vue. Bon, et la ville a entendu ça, a dit ok, oui, c'est intéressant ce projet, on va faire appel à des paysagistes et on va voir ce qui se passe. Et puis ils avaient déjà acté un budget eux dans leur service, et nous on est arrivé avec ce programme et le budget de 70 000 €. Et je passe juste rapidement parce que quand on a testé donc le programme et le budget, on s'est dit pour 70 000 €, si on répond au sujet de la pergola, on va pouvoir juste faire ça au mieux. Et nous, on s'est dit mince, on passe à côté du sujet. Là, c'est l'occasion de vraiment planter, de parler de désimperméabilisation, de régler la question de l'eau de ruissellement. Enfin voilà, tout ce qu'on évoque maintenant. Donc ça a été un argumentaire avant tout, et la maquette a beaucoup servi à ça. Et puis après, il y a eu des petits blocs axo, mais pour aussi ça a dû convaincre à un moment donné. On devait convaincre les élus de passer du budget de la pergola, qui est très très vendeur pour eux, à ce sujet d'arbres, et qui est vraiment rentré pour nous dans l'argumentaire en parlant de bosquet pédagogique et d'ombrage, de fraîcheur, enfin de tout ce que l'arbre a comme support de pédagogie. Tu veux? Non. Voilà, cette planche aussi, elle a été décisive parce qu'en fait, le maire de Libourne s'est rendu compte que les projets de cours d'école pouvaient rentrer dans son projet de ville, où il avait 3000 arbres dans la ville. Et donc, ça a fait tilt, et donc, ils ont aussi accepté pour ça. Donc, voilà, on part de là. On a aussi tenter de vraiment changer de paradigme, et puis les 30 arbres là qu'on pouvait planter et qui soi-disant étaient trop déjà que c'était trop d'arbres à planter. Bon, nous on voulait casser ça parce qu'on voulait planter vraiment des forêts, on voulait vraiment apporter un autre univers, un autre sol, un sol plus vivant, parler de sol vivant, parler de désimperméabilisation pour la question des eaux pluviales. Ils avaient beaucoup de flaques dans la cour et on n'avait pas le budget pour refaire le sol et le nivellement. Donc pour nous, ce sujet de désimperméabilisation et de plantation d'arbres était le support répondait à toutes les questions qu'on pouvait avoir. Je passe rapidement. Bon, voilà, tout notre argumentaire, c'était vraiment sur ces bosquets pédagogiques, et ça avait fait la feuille de route aussi pour les autres écoles, parce que cette école était projet pilote pour Libourne. On a aussi essayé de mettre l'argumentaire, de pousser l'argumentaire pour l'arbre, et en initiant des calendriers pédagogiques, de dire qu'est-ce que vous pouvez faire par trimestre pour que ça rentre dans le programme pédagogique des enfants. Et parce qu'on avait beaucoup la question de oui, mais c'est bien, mais quand on plante des choses, on peut récolter les fruits que pendant l'été, et puis les bacs potagers ils sont pas utilisés, et puis les arbres ça perd les feuilles. Voilà, là il y a tout qui est récapitulé. Les arbres, quand ils perdent leurs feuilles, ils les perdent mais à leurs pieds, donc ça crée de l'humus, et l'humus c'est aussi un support pour expliquer aux enfants. Donc vous allez l'expliquer le deuxième trimestre de l'année. Et puis les bacs potagers, finalement il n'y a pas que la plantation de tomates pendant l'été, on peut aussi planter des fèves en octobre et puis les récolter un peu plus tard. Donc voilà, c'était vraiment les aider à pousser leur envie, mais à concrétiser ça sur les mois de l'année où l'école est ouverte. Je passe à ces quelques images qu'on a fait en plus de la maquette après, une fois que les choses étaient un peu plus assises. Et puis le fameux terrain. En gros, je vous raconte juste cette anecdote, mais c'est que on plante, mais quand on plante, on plantait plutôt pendant les vacances de Toussaint. Pour pas planter, le chantier se fait pendant l'été, pendant les grandes vacances scolaires, et donc en fait il allait être livré
à la rentrée de septembre que des fosses de plantation. Et pour nous, il fallait quelque chose en plus. Il fallait qu'on donne le premier là aux enfants, enfin qu'on leur parle même de mobilier, qu'il y ait des jeux. Là, ce jeu de peinture au sol, ça a été aussi pour ça, pour que dans une première phase de projet et de transformation de la cour, il n'y ait pas que juste du mulch et de la terre, puisqu'il n'y avait pas encore les arbres. Donc on a inclus aussi au budget qui était au départ qu'un budget espace vert, le côté mobilier ludique et peinture au sol. Voilà. Bon, première année, la cour qui change avant-après totalement, et avec cette idée encore qu'on est vraiment dans des coins différents. La cour s'est rapetissie en termes de jeu de ballon, mais elle s'est agrandie avec plein d'autres histoires. Bon, voilà. On se fait des massages, on joue aux feuilles, il y a la décoloration automnale, le sol vivant, très important pour nous. Et je vais vous raconter aussi l'histoire des ganivelles. Donc ça a été une grande question pour nous de savoir, on va planter des arbres dans une école, planter massivement des arbres dans une école. Personnellement, c'était la première fois qu'on le faisait, et la ville aussi. Et c'était comment séparer ces bosquets des enfants qui allaient jouer, et avec les ballons, tout ça. Donc, premier test, la première chose à laquelle on pense, c'est bien sûr ces clôtures ganivelles qu'on voit un peu de partout d'ailleurs, mais en se disant, on fait ça, on le protège la première année, on sait que ça va pas tenir tout le temps, on sait que ça va un peu tomber, et donc c'est pour les premières années, le temps que les arbres fassent leurs racines. On a tenu ça pour cette école-là, la ville nous a suivis, a dit OK. On a vu que dans une école, quand même, il vaut mieux mettre quelques toiles de jute sur les ganivelles, parce que même si on a pensé à les mettre, les piquets plantés dans la terre, il y avait quand même quelques écorchures. Donc on est revenu après les 2 premières semaines de la rentrée à mettre ce filet. Mais comme je vous le dis, la ville était aussi vraiment dans une optique d'oser les choses, et on teste et c'est notre école pilote, et on a plein d'autres écoles à faire aussi, enfin pour la ville. Donc on apprend, et voilà, et la prochaine école on trouvera un autre système, et puis voilà, vous allez voir. Et puis les ganivelles, ça n'a pas duré longtemps. Après, ils se sont vite habitués. Au bout de 2 semaines, ils étaient déjà habitués. C'est juste le premier démarrage. Et après, maintenant, on a enlevé les ganivelles, et les bosquets sont traversés. Voilà, le mulch est tenu par une petite différence de niveau avec l'enrobé existant. Attends, je rajoute juste un truc par rapport à ce que tu viens de dire, ça peut porter à confusion. Okay. Ça n'a pas duré longtemps, 2 semaines. Ça n'a pas duré longtemps, 2 semaines, la problématique de s'écorcher les genoux. En fait, c'était ça qui a duré pendant un temps très très court. Et ensuite de ça, ils les ont enlevés au bout d'1 an. Enfin, comme c'était prévu, un an et demi. Voilà. Donc ça a bien fait son rôle de protection dans un premier temps. Et maintenant le sol est bien établi, donc voilà, ça a été enlevé dans les temps. On n'a pas enlevé toutes les ganivelles au bout de 15 jours. Non, pardon. Deuxième école à Steg, on s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin, et là il y a eu un choix de vraiment faire une grande forêt, parce que là on a la rue qui est assez circulée, et donc il fallait totalement changer cet environnement, et donc on a créé une forêt traversée. Et donc là, la question de la ganivelle se posait plus, parce qu'on a assumé que les enfants puissent aller dans les bosquets dès la première année, et dès les plantations. Bon, par contre, on les a quand même un peu cadrés, vous allez le voir tout à l'heure sur les photos. Attendez, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà, ici, on les a cadrés par des piquets châtaigniers et une corde de chanvre qui tiennent beaucoup mieux, et par contre qui font moins le rôle d'obstacle, parce que les enfants peuvent l'enjamber et tout, mais au final, ça se passe très bien. On l'enjambe, on cadre un petit peu, on a créé des circulations dans les bois, et en fait, premier retour d'expérience, ça se passe très bien.
Après, bien entendu, toujours, y a toujours la question de quand on change un environnement. Donc, on vient quand même mettre des obstacles. On vient, il y a des arbres, il y a des tuteurs, il y a des choses qui se rajoutent dans la cour de récré. Donc, ça change un environnement. Et il y a quand même ce temps d'adaptation pour les enfants, pour les enseignants. Un chemin qu'on a fait, Flo va mieux vous le montrer sur le chantier tout à l'heure. Et donc, école Stanislas aussi, pareil. Alors là, en l'occurrence, c'est une cour maternelle. Donc, il y a vraiment la volonté de la maîtrise d'ouvrage de rien avoir sur les bords, ni Ganivelle, ni Piquet-Châtaignier. On est vraiment dans des bosquets qui sont libres d'accès et faits vraiment pour ça, avec des mobiliers qu'on vient développer à l'intérieur. Pour cette partie sur les arbres et la désimperméabilisation, un petit récap du pourcentage qui a été désimperméabilisé. Voilà. Mais ça dépend vraiment du trajet qu'on fait et des discussions qu'on a avec les différentes personnes. Mais en tout cas, le fait d'avoir même mis 40% d'espace désimperméabilisé, il y a eu la sensation quand même d'agrandir la cour. Et ça c'est chouette de s'apercevoir de ça et de pouvoir le donner en retour d'expérience à nos différentes maîtrises d'ouvrage pour la suite. Je te laisse. Ouais, comme tu le disais tout à l'heure, il y a 40% d'espace en moins pour le foot, mais il y a 200% d'histoire en plus qui se racontent dans les bois, et donc avec ce support de bosquet pédagogique, mais il n'y a pas que des arbres, il y a aussi tout un travail sur le mobilier qu'on porte et sur le sol, on va voir ça, pour essayer de diversifier les usages. Et à la fois rester simple avec une approche modulaire très facile qui puisse être mis en place et créer une série de mobilier avec un seul et même élément. Donc on voulait un matériau qui soit recyclable, donc le bois s'est porté comme une bonne base, et comment on arrive avec une seule et même section à faire toute une série de mobilier. Donc l'idée c'était de sortir aussi des formes un peu classiques du banc et d'essayer de proposer voilà, des formes de mobilier qui permettent d'autres usages. Donc là c'était sur Stan où on s'était dit pourquoi ne pas faire un podium qu'on viendrait mettre à l'intérieur de ces bosquets plantés et dans lequel il pourrait y avoir une session de cours de classe verte qui viendrait se mettre avec 10, 15, 20 élèves, peut-être en demi-groupe, qui viennent se mettre sur cet espace-là et qui puissent soit être le support de pédagogie avec un prof ou alors simplement d'autres usages que simplement s'asseoir. Donc c'est voilà le mobilier en question, donc à la fois des formes très très simples et qui permettent plein de choses différentes. Donc ils s'en servent de scène, ils s'en servent de ring, ils s'en servent de zone pour discuter tranquille où il y a 2-3 petites filles qui sont en train de se raconter une histoire, les 3 mecs en haut qui prennent le soleil ou alors ils montent à 15 dessus. Donc il y a plein d'histoires qui peuvent se raconter avec un mobilier aux formes très simples. Un autre élément aussi qui est souvent demandé, enfin quasiment tout le temps demandé, c'est la question du bac potager. Donc nous on a assumé qu'on prenait cette épaisseur et ce mobilier très robuste avec une vraie hauteur de terre qui permettent de jardiner vraiment pour de vrai. Là, on assume que c'est un moment où on met du sol fertile à l'intérieur et c'est à hauteur aussi des yeux, du regard, et on peut vraiment intéresser les enfants. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, il ne s'agit pas de planter des courgettes et des tomates, personne s'en servira. Là, le radis, la fève, toutes ces choses-là, ça peut venir pendant la période scolaire et ça marche à mort, quoi. Donc les gamins, d'un coup, un radis, ça devient un trésor, quoi. Je vous parle même pas de la fraise. Donc les formes simples, bien sûr, elles sont déclinables à volonté, on peut les simplifier, on peut les rendre plus ou moins complexes, bien sûr. En tout cas, on peut développer toute une identité autour de ce mobilier sur mesure qui
permet d'autres usages que celui qu'on a pensé au départ. Là, la cabane qu'on crée, l'espèce de radeau que vous voyez à droite avec une partie qui est surélevée, une autre partie qui est à niveau, une partie en pente, est-ce que ça va devenir un espèce de petit toboggan, un espace de bain de soleil, un espace où on se met tous en haut? Toutes ces choses-là, on les initie. Mais ensuite, c'est aux enfants et aux enseignants d'en tirer parti et d'inventer les choses à notre place. On crée le potentiel, c'est à eux de vraiment créer les choses. J'évoquais la notion d'identité, donc vous reconnaissez, hein, d'une école à l'autre, on retombe sur les mêmes matérialités, sur les mêmes épaisseurs, parce que aussi il y a toute une gamme qui peut se mettre en place, mais qui peut s'orienter d'une école à l'autre par rapport aux demandes. Là, on était à l'école Steg qui reçoit les gens du voyage, et ils avaient envie de faire une petite interprétation, un petit clin d'œil à ce point de vue-là. Donc ils nous ont dit « Oh, j'aimerais bien une roulotte ». Pas de problème. On va prendre une cabane et on va y mettre des roues sur le côté et il va y avoir ce petit clin d'œil à cette identité propre de l'école. Bien sûr, on n'est pas anti-jeu préfabriqué. Le problème, enfin, tu l'as évoqué, hein, c'est des questions de budget qui sont la plupart du temps ric-rac. Et en fait, on se dit, plutôt que d'aller vers un mobilier qui de suite quand même fait exploser l'enveloppe, on essaye de proposer des choses très simples dans la fabrication, dans la création, avec des matériaux durables, pérennes dans le temps aussi, et qui permettent d'autres usages. Par contre, il ne s'agit surtout pas d'évacuer du mobilier quand il est existant, préexistant. Là, dans ce cadre-là, évidemment, le jeu à ressort qui fonctionne et que tous les gamins adorent, bien sûr, on le garde, on le déplace, on le remet à l'intérieur du projet, mais il ne s'agit surtout pas de dire non, faut surtout faire que du sur-mesure. C'est un dialogue entre les deux. Si l'enveloppe le permet, formidable, faisons les deux. Donc il y a un travail sur le mobilier qui est là, qui diversifie les usages, qui permet de créer d'autres histoires, mais il y a aussi le sol qui joue un rôle déterminant de ce côté-là. Le CAUE l'a évoqué tout à l'heure aussi, la question du genre qui se posait absolument pas, en fait, il y a quelques années. Et nous, on s'est saisi de ça dès la première école, où on s'est dit, avec le tapis de jeu, qui devait remplacer la zone de foot qui prenait à peu près tout l'espace, en fait. L'espace central de la cour est dédié au ballon et au foot. C'est même pas au ballon, c'est au foot et au mec. Donc comment on arrive à retrouver une balance dans ça? On est parti sur l'idée de créer un tapis de jeu avec des formes qui ne soient pas celles du terrain qu'on puisse reconnaître en fait. Et qui, encore une fois, comme le mobilier, propose d'inventer quel jeu on va jouer dessus. Donc en fait, il y a cette espèce de tapis de jeu coloré qui vient se mettre en place. C'était une proposition, un grand tapis de jeu avec des formes ou alors avec des lignes. On propose ça et avec la maîtrise d'ouvrage, les enseignants, on a décidé de ne pas choisir et de faire les deux. Donc on arrive à cette forme un peu spaghetti et avec cet aplat de couleurs. Et en fait, il s'agit vraiment d'un jeu qui invente. Donc là, ouais, vous le voyez. Je vais le montrer sur la photo, ça sera plus explicite. Il y a une série de lignes qui s'entrecroisent les unes avec les autres et qui permettent de faire un parcours qui fait exactement la même longueur. Donc sur les 3 lignes, on a 100 mètres capables de circuler et de serpenter à l'intérieur de toute la cour et de faire la course, mais de manière un peu farfelue. Donc on a ça, on a bien sûr les couleurs qui peuvent soit devenir de la lave, soit devenir de la glace. Oh là là, faut surtout pas marcher sur le rouge parce que sinon on va se brûler. Ça c'est évident. Et puis 1001 autres usages qu'on n'a pas abordés. Si, ça fait les rangs.
Ça fait les rangs aussi. Voilà. C'était pour ça que... Ouais. Exactement. Et en plus de ça, il y avait un rôle qui était là, enfin, de l'ordre du design, comment une forme répond à un fond, à un usage. Et donc là, comme tu le dis, effectivement, ça permettait de cadrer les rangs devant le préau. Ça monte sur le mur, bien entendu. Enfin voilà, ça... Il y a ce dessin qui se met en place et qui, en fait, encore une fois, travaille une identité propre à chaque école. Donc, on est en train de fabriquer un tableau, quelque chose qui va rester et qui est identifiable d'un seul et simple coup d'œil. On est capable de dire, ah oui, c'est l'école sud. Donc, alors c'est des moments qui sont hyper marrants à mettre en œuvre en plus ensuite avec le chantier. Les gars sur le terrain adore, parce que là on n'est pas en train de tirer de la ligne blanche autoroutière, on est en train de faire une œuvre d'art, ils en sont bien conscients, quoi. Donc c'est hyper intéressant de discuter avec ces gens-là, que ce soit sur le mobilier ou sur les sols, hein. C'est toujours super agréable et ils y mettent vraiment du cœur, quoi. On voit les rangs qui viennent se mettre devant le préau et qui ensuite viennent s'entremêler. Vous voyez les petits chiffres, en fait, ça cale 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres et ainsi de suite pour voir qui a gagné. Et ça, donc ça marche, et ça marche même encore mieux que ce qu'on pensait au départ. C'est vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a 1001 jeux qui se créent, qui dépassent complètement ce qu'on avait prévu. Alors c'est la course de celui qui va 4 pattes, c'est celui, bref. Voilà. Et ça permet aussi de rééquilibrer les jeux de balles, parce que quand il y a des enfants qui ont cet espace-là qui est coloré et qui amène d'autres usages, alors on évite ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait de retomber dans ce qu'on sait faire. Ah ben on va jouer à la corde à sauter, ah ben on va faire du foot. Ah ben non, là, inventons. Et ça donne aussi un rôle à l'enfant qui est créatif. C'est pas le plus costaud qui joue super bien au foot qui a la main, c'est celui qui est le plus créatif et qui va inventer le nouveau jeu pour cet après-midi. Ça change complètement le regard. Bien entendu, il ne s'agit pas de virer les balles a priori, hein, mais voilà. Donc là, la grande zone rouge qui est le lieu où le chakra, et enfin bon, bref, voilà. Moi j'adore. À chaque fois j'y vais, il y a une histoire nouvelle, c'est merveilleux. On essaye de rebondir aussi avec les entreprises. On leur a demandé de faire donc une planche d'essai, hein, pour bien caler les couleurs. On leur demande de le mettre à un endroit bien au centre de l'école et que ça devienne une marelle après. On rebondit, on fait jeu à chaque fois qu'on peut. L'école Steg, c'était une dimension différente. Là, par contre, il y avait une vraie demande de l'équipe enseignante de conserver un terrain. Et on leur a dit oui, d'accord, mais pas que. On va conserver les lignes, faire un terrain de hand, de basket, de foot, un terrain multisport, d'accord. Mais déjà, on va réduire sa taille. Donc, ça prenait 2/3 de l'espace. Maintenant, ça prend un quart, 1/3 de l'espace. Donc, déjà, ça a réduit, ça a rééquilibré les choses. Et ensuite de ça, avec donc ce jeu de lignes qui viennent se promener et qui reprennent un peu cette espèce de labyrinthe, on a des formes qui viennent circuler et serpenter à l'intérieur de la cour, tout en dessinant, on le voit, la raquette en bleu, l'endroit où on va pouvoir faire le 3 points, le milieu du terrain de basket. Une autre possibilité aussi, c'est dans le cadre de la maternelle de Stan. Là, on est sur un tableau qui vraiment permet de raconter une histoire. Donc on est à Cannes, on est à côté de la mer. On a voulu raconter un peu cette histoire d'île, d'îlot, de radeau, toutes ces choses-là, et donc le signifier par les couleurs qu'on choisissait et qui permettent aussi de dialoguer avec le paysage. Donc là, on a un rapport avec les îles de Lérins. On a aussi la chance d'avoir des grands bâtiments et qui permettent de voir la cour à 10 étages de haut. Donc ça permet vraiment de faire dialoguer cette cour avec le reste du paysage. Je vais passer vite sur la dernière partie, mais elle est vraiment primordiale. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure avec votre présentation, le CAUE, c'est comment essayer d'initier je suis limite au niveau du temps, c'est ça ?
42. Bon, ça va, c'est bien. 5 minutes, c'est parfait. Donc, comment on arrive à faire de notre rôle de maître d'œuvre le clap de départ pour aller vers la suite? Comment on essaye d'accompagner le chantier et au-delà, initier des choses qui dépassent ce que nous, on a pensé au départ? Bien sûr, il y a toute cette phase que j'évoquais tout à l'heure, hyper enthousiasmante, où ces projets d'école, ils sont quand même assez... même s'il n'y a pas un budget de dingue, à 500 € le mètre carré, tout ça, ils doivent avoir de l'attention en termes de suivi sur les phases de chantier. Il ne faut pas prendre n'importe quelle entreprise, et là, nous, on a été très attentifs à être suivis par 2 super entreprises, Tardy pour les écoles de Libourne et TEE Paysage pour Cannes, qui ont fait un super travail et qui ont porté vraiment de l'attention à toutes ces phases-là. On n'hésite pas à les accompagner, à prendre du temps, à calpiner les choses concrètement avec eux, à reprendre leur retour d'expérience. Donc là, c'était sur Steg, où on voulait faire un pas japonais qui se promenait à l'intérieur de la forêt, mais on ne savait pas trop comment faire. On en discute avec eux, ils nous disent « Ah oui, ça serait pas mal qu'on fasse comme ça, mais par contre, il faudrait un modèle. » Ben, pas de problème, faisons un modèle. Donc on poursuit le travail de maquette qu'on avait initié au début du projet, on le poursuit pendant les phases de projet, de phase d'exécution, et on leur fait des pas japonais à l'échelle 1-1 qu'on va venir calpiner avec eux. Bien sûr, on les accompagne et puis on surveille le moindre détail, le mobilier, la palette végétale, on va rencontrer les pépinières, on discute avec eux de la comestibilité. Oh, j'aimerais bien un jujubier, mais par contre il y a des épines. Ah mais non, mais super, moi j'ai trouvé un super cultivar qui en a pas. Enfin voilà, tout ce genre de choses. On peut pas maîtriser tous les sujets en tant que concepteur paysagiste. On aime aussi s'appuyer sur leur savoir-faire de ces artisans, de ces entrepreneurs. Et ils ont aussi beaucoup de plaisir à faire de la pédagogie au moment du projet, bien entendu, de l'exécution des travaux. Un point pour finir, juste, donc c'est cette notion de cours qui devient support pédagogique. On l'a évoqué tout à l'heure, le rôle du périscolaire sur l'école sud, il a été déterminant. Vous voyez ici Julien Kowaleski, qui est donc en charge du périscolaire et qui a été porteur du projet au départ. C'est lui qui avait fait le plan et qui avait sollicité les élus. Mais ensuite de ça, il a été force de proposition sur plein de choses, de dire ah ben moi j'ai une petite machine laser, si vous me fournissez des supports de texte, je peux graver ça avec les enfants, super. Et on le fait tous les ans, c'est pas grave, si ça disparaît, c'est justement support de pédagogie. Ensuite de ça, il a dit ah oui mais c'est super, je pourrais travailler avec le module de français pour parler du vocabulaire dédié avec j'ai la pêche, j'ai la patate, tous ces éléments de paysage et de jardin et de légumes. Le chantier comme support pédagogique, je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est des moments qui sont hyper appréciés par tous. Le conducteur de travaux me disait c'est la meilleure journée que j'ai passée depuis un mois. Là, je comprends vraiment pourquoi voilà, j'ai bien fait de me lever ce matin. J'ai rendu vraiment heureux 50 personnes parce que ils ont touché la terre, ils ont planté un arbre. Ouais, là, ça vaut le coup. Là, on comprend que ça a du sens, vraiment. C'est ça aussi l'avantage qu'on a de travailler avec des enfants. C'est génial de faire de la pédagogie avec les tout petits, même comme ça. Donc là, c'est les maternelles, et de leur expliquer qu'un sol, c'est vivant et que le mulch, il est en train de se décomposer. Oh, regarde, il y a un champignon qui est en train de manger le bois. Le petit, enfin, il en revient pas, quoi. Vraiment, c'est assez fou d'avoir cette opportunité-là. Et regardez-moi ce sourire de Stéphanie Kériot. Enfin voilà, ça ment pas, quoi. On se régale. Non, mais le rêve, le jeu, l'engagement, c'est 3 mots qui nous importent en tant qu'atelier de paysage. Et sur ces 3 projets qu'on vient de vous présenter, ils sont hyper présents. L'engagement à aller plus loin que ce qui nous est demandé, on l'a sur ces projets-là. Donc il faut être aussi généreux. Là, on leur a fourni des nichoirs, on leur donne des boules de graisse pour initier les choses, pour montrer aux profs que voilà, ça peut être un support. On leur donne les plans et ensuite, avec les enfants, ils vont venir faire d'autres nichoirs et s'approprier les choses. Un primaire, en fait, il a largement la possibilité d'utiliser une perceuse. Bien sûr, pas une scie circulaire, mais une petite perceuse. Le périscolaire m'a dit que ça marchait pas.
Une petite perceuse, des petits outils, une lime, tout ça, il est capable de l'utiliser et d'en faire bon usage. Il y a plein de questions qui restent ouvertes, on s'arrête là. Le rôle de l'animal, la question de l'eau, toutes ces choses-là, elles restent ouvertes. Je finis sur cette dernière page, donc, pour vous dire à quel point les initiatives sont intéressantes et celle-là on en est un peu jaloux, je vous avoue. C'est encore une fois le périscolaire de l'école sud qui a fait la brigade des feuilles et qui donne donc une étoile à un groupe d'enfants, qui leur donne les outils, qui ramassent les feuilles, qui les mettent dans les zones de mulch pour essayer de nettoyer la cour. Et c'est vraiment génial parce qu'on transforme quelque chose qui nous est vu comme une contrainte, eux ils transforment en jeu, et là c'est vraiment gagné, quoi. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Une dernière petite intervention d'une 10-15 minutes pour conclure, et puis après on prendra les questions, un petit temps de débat. Voilà. Bonsoir à toutes. Emmanuel Molinier, Société Pro-Urba. L'objet de mon intervention sera plutôt sur un prisme concernant le mobilier, et plus particulièrement le mobilier ludique, et la façon dont on peut l'intégrer dans une cour oasis, le terme qu'on utilise nous régulièrement dans cette nouvelle tendance où on doit désimperméabiliser et réfléchir à tout ce que vous avez pu découvrir précédemment. Vous l'avez dit en préambule, les enfants ont besoin de se réapproprier les cours d'école. Il y a eu une enquête qui a été faite en 2019 qui exprimait que 81% des enfants de l'OCDE se sentaient bien à l'école, mais qu'en France, les écoliers français se sentaient comme des étrangers. Ça veut dire quelque chose, et d'où les démarches aujourd'hui, avec la présentation en préambule du CAUE, qui exprimait le besoin de se réapproprier cet espace. Et si on arrive à ce constat-là, c'est qu'il y a vraiment des raisons, et il fallait traiter les causes pour avoir de meilleurs résultats là-dessus. Quand on accompagne un maître d'ouvrage ou une maîtrise d'œuvre sur le réaménagement d'une cour d'école, dans la partie qui va être dévolue au mobilier notamment, on va réfléchir sur, on va intégrer trois axes de réflexion. La problématique environnementale, bien évidemment, avec la végétalisation des espaces, la gestion de l'eau, je ne reviens pas là-dessus, les îlots de chaleur à traiter, la sensibilisation à l'environnement. Le deuxième aspect, c'est la problématique sociale, avec l'inclusion. Alors l'inclusion, c'est pas spécialement le handicap, mais c'est inclure tout le monde, les filles, qui sont souvent exclues. On ne revient pas sur le terrain de foot, qui prend beaucoup de place dans les cours d'école. Donc l'inclusion, le design actif. Alors, nous, on l'appelle comme ça, mais les peintures sont magnifiques. Le travail que vous avez fait en dessin, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Et rendre accessible la cour d'école, parfois aussi, parce qu'il y a quand même plus de 220 jours de non-classe dans l'année. Certaines maîtrises d'ouvrage réfléchissent à ce que le travail qui est fait dans la cour d'école puisse être accessible dans ces jours de non-classe. Donc ça, c'est encore une ouverture à la rencontre au-delà du scolaire. Le troisième aspect, c'est la problématique ludique, qui est un peu plus notre compétence propre. Et je vais vous présenter quelques éléments là-dessus. Quand on travaille sur cet aspect ludique, on va avoir des axes de réflexion qui vont être par rapport à l'innovation et au partage, l'émotion, la création, le dépassement de soi-même, la sensation, les émotions fortes, et l'expression et l'identité. Quand on veut vivre ensemble, il faut aussi savoir partager, et donc il faut savoir accepter l'autre. Donc on va essayer de faire des éléments non pas séparés, mais essayer de trouver des circulations pour que tout le monde puisse vivre en bonne harmonie. Donc on travaille pour tous. Il y aura des éléments de manipulation. Vous avez laissé en suspens la question de l'eau à la fin de votre intervention. C'est pas évident à gérer, il y a des problèmes les ARS, etc. Et c'est un élément très complexe,
Mais pourtant, la manipulation, c'est que la motricité fine, c'est-à-dire la façon dont on va écrire, dont on va tenir le stylo, la motricité fine est extrêmement importante et pour ça, effectivement, on manipule. Alors, au début, en crèche, parfois, on manipule un peu de grains de riz quand on ne peut pas accéder à l'extérieur, mais la manipulation et le fait de mettre des feuilles, des brindilles, des écorces que l'on va pouvoir manipuler fait partie de la manipulation fine. Le dépassement, ça va être avec du mobilier. Alors, il peut être soit issu d'un catalogue ou d'une réflexion sur mesure, mais il peut être tout à fait libre et on va donner quelques exemples à tout ça. Lorsque tout le travail en amont a été fait et qu'on a pu définir dans une zone, et vous avez bien expliqué les différentes répartitions avec les maquettes, c'est très intéressant, on va pouvoir accompagner la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre dans le dessin d'un aménagement en projetant notre petite maquette à nous dans le projet plus macro, en amenant des éléments qui vont être détaillés par la manipulation, la ludicité, la technique, l'aspect physique et motricité, et l'imaginaire. Une aire de jeu, pour qu'elle fonctionne bien, elle a besoin de 3 éléments. La dynamique, je grimpe, je glisse, je me balance, je bouge, c'est l'activité physique. Le deuxième aspect de l'aire de jeu, c'est la manipulation. J'ai parlé de motricité fine tout à l'heure. Et le troisième aspect, c'est l'imaginaire. Il y a 2 types d'imaginaire. Il va y avoir l'imaginaire un peu orienté. Je reviens sur la carriole tout à l'heure, dont vous avez parlé pour les gens du voyage. Et après, il y a l'imaginaire libre. Une cabane, ça va être une école, ça va être une gendarmerie, ça va être un restaurant, ça va être ce que vous voulez en fait, le château, parce que j'ai délivré ma princesse, ou alors ça va être le lieu de mon... Enfin, voilà, je sais pas. Chacun va y voir ce qu'il voudra y voir. Exemple d'une cour oasis que nous avons aménagée récemment dans le 94 en région parisienne, où effectivement il y avait, c'était très minéral, hein, c'était effectivement des pentes pour récupérer des pluviales et avec beaucoup de caniveaux, etc. dessous. Et on a travaillé, c'est un jeu où on a du terrassement, de la terre qui a été ramenée pour faire de la butte, et on a travaillé dessus un jeu tout simple, tout basique, mais qui a été un élément central, un petit peu comme la tour Eiffel de l'espace, avec du mulch au sol qui permet de drainer et d'évacuer les pluviales. Les différentes photos que je vais vous montrer ce sont des exemples, comme un carnet d'inspiration, de choses que l'on sait faire ou que l'on peut faire pour accompagner les projets. Ici, tout simplement, c'était une grande cour minéralisée avec une butte. Et on a retravaillé la butte ici, parce que effectivement, souvent, quand on a une butte, on dit « Ah, je veux un toboggan de butte ». Alors tout simplement, cette butte, elle a été accompagnée par un toboggan. Voilà. Il y a un jeu qui a été redéplacé, qui a été ramené sur le copeau de mulch, et ça change complètement de tout au tout. C'est pas une révolution, ça n'a pas tout changé sur cette partie-là, mais par contre, on a amené un petit peu de verdure, et on a retravaillé avec l'existant. Autre exemple du sport, mais un peu différent. C'est pas du jeu de catalogue, hein, c'est sorti, c'est tout simple. Mais on travaillait les lignes droites, les linéaires. C'est des poutres en chaîne. Alors bien sûr, on a fait attention de bien que toutes les arêtes vives soient bien retravaillées, bien arrondies, parce qu'en termes de réglementation, le bureau de contrôle nous aurait tiré les oreilles. Voilà. Mais aujourd'hui, on est sur du mobilier pour une activité libre. Voilà. Ça peut être des échasses, mais mis à plat. C'est de l'équilibre, du déséquilibre. C'est voilà. Il n'y a pas de règle. Là, c'est du Yamakasi. Pour ceux qui veulent y voir du Yamakasi, avant de sauter d'un toit à un toit, on va commencer par sauter à 20 cm. Ce sera moins risqué. Les petites cabanes. Alors, petite nuance, mais très légère. C'est-à-dire que là, on est sur un jeu libre, donc une cabane sans distinction particulière. Là, c'est des bottes avec des tunnels à l'intérieur. Bon, c'est un peu plus sur mesure, un peu plus orienté. Voilà. Dessous, on voit pas bien, mais il y a beaucoup de poteaux qui sont fichés dans le sol, un peu comme un immense labyrinthe. Voilà. Et quand on a un peu plus de budget, on peut aller sur des structures un peu plus riches, mais toujours dans le même esprit. Voilà. Je vous remercie
Petit clin d'œil. Les mêmes cabanes. Alors, la socialisation est extrêmement importante. C'est-à-dire que le jeu de rôle va être un exutoire à une expression sociale, soit personnelle. Juste une parenthèse très personnelle, mais j'ai 4 filles. Il nous est arrivé parfois, avec mon épouse, d'avoir des discussions un petit peu... Et mes filles, je les ai vues prendre Ken et Barbie, et puis elles ont refait le schéma. Mais en fait, c'est une façon d'évacuer et de sortir une frustration ou une colère ou quelque chose. Mais je suis sûr que les enfants ici, là, ils vont refaire des schémas qu'ils ont vus quand 2 copains ils ont au foot, ils ont chamaillé quelque chose. Peut-être que là, ils vont... Enfin voilà, il y a le besoin d'avoir un lieu où finalement je refais, je sors les émotions plutôt que de les garder en soi. Et puis un peu de couleur aussi, pourquoi pas, ça peut être sympa. On a parlé de pédagogie tout à l'heure dans votre intervention également, avec des panneaux pédagogiques. La façon dont on peut l'aborder, alors ça c'est dans un parc de loisirs qui s'appelle le PAL, je ne sais pas si vous connaissez. On a pris un tronc, on le coupe, on met un axe, et on a fait travailler les enfants sur qu'est-ce qu'ils voulaient apprendre. Donc on peut travailler sur la faune, la flore. Je suis en train de bâtir un projet, je serai d'ailleurs demain en réunion de chantier à Ourtin, dans un camping, où en fait, sur ce tronc-là, on a repris le même tronc, et on va expliquer qu'est-ce qu'une baïne, qu'est-ce que le sanglier qui est dans la forêt, comment le cerf, la biche. Voilà. L'eau. Oui, l'eau, la manipulation. C'est bien, c'est difficile à mettre en œuvre. Il y a des solutions. Ça demandera, bien sûr, aujourd'hui des questionnements liés à la gestion de la ressource, parce que l'eau est rare. Et donc, il faut savoir comment la récupérer. Donc, avec des circuits fermés, mais qui dit circuit fermé dit réutilisation, qui dit réutilisation dit traitement. Donc, il y a des éléments importants, mais l'eau fait partie de la manipulation. On a parlé du sable, du gravier, du copeau, du mulch, etc., de l'écorce de l'arbre. L'eau, on la manipule beaucoup, mais voilà, ça demande d'approfondir la chose. On peut la faire travailler dans l'eau, la faire circuler. Alors, on est à Reims-Marsous, je ne sais pas si vous connaissez, au-dessus de Argelès-Gazos, tout ça, dans les Pyrénées. Ils ont récupéré l'eau de la Fontenay-Montagne, de la Fontenay-Neige, et on a creusé du robinet, et on a fait s'écouler de l'eau dans les troncs, avec une hélice comme ça, qui ont fait remonter l'eau. Voilà. Et vous avez 40 gamins qui prennent du sable, de la terre, et qui font des pâtés. Voilà, pas besoin d'être à la plage, on peut aller à la montagne avec. Voilà. La manipulation sous la forme un peu plus physique et moins fluide, avec du gravier, du sable, et puis la petite pelleteuse, et on va passer des heures à déplacer du gravier. Peut-être des vocations de terrassier pour plus tard, je ne sais pas. L'inclusivité, j'ai parlé d'inclusion pour les filles, pour les grands, les adultes, pourquoi pas dans l'aire de jeu. Mais aussi, ça peut être une inclusion parce qu'on a une déficience, mais pas seulement au plan physique, ça peut être auditif, ça peut être visuel, ça peut être intellectuel, ça peut être, enfin voilà. On a des éléments dans l'aire de jeu, on peut suspendre, faire un xylophone, par exemple, pourquoi pas. Là, il y a un miroir déformant, là, il y a des cubes pour manipuler, voir les couleurs, les formes. Un petit boulier chinois. Je finirai avec 2-3 petites slides concernant le traitement du sol. On doit percoler. Aujourd'hui, la ZAN nous impose de faire attention que l'eau puisse retourner en sous-sol. Donc, plusieurs solutions. On a parlé du mulch, du gravier, bien évidemment. Naturellement, ça percole. On peut éventuellement, notamment sur des zones difficiles, traiter le sol avec des sols en gazon synthétique, mais hybride. C'est-à-dire qu'en fait, le sol est stabilisé avec ce type de gazon qui est très aéré, mais l'herbe pousse à travers. Donc ça maintient le sol, on garde un peu de verdure en termes d'esthétique, et l'herbe pousse à travers. Donc au final, ceci devient ceci. Voilà. Et il y a une sous-couche amortissante qui peut être utilisée pour traiter les risques de chute amortissante. Voilà. Autre type de sol, où on est en train de finir enfin aboutir sur ce type de sol amortissant et drainant,
le sol en liège. Voilà. On a tous vu les tapis de sol mou dans la slide, je crois, d'Ambès. Il me semble que les enfants, je ne sais plus qui c'est qui avait présenté à Ambès, l'école d'Ambès, il y a un endroit, je connais bien parce que c'est moi qui ai fait le préau, c'est pour ça, mais, il y a longtemps de ça. À Ambès, il y a marqué le sol mou. Les enfants aimaient bien le sol mou, j'ai vu l'écriture. Là, il y a le sol mou, sauf que c'est de l'EPDM. L'EPDM, c'est du polymère pétrolé de chez Chimie Pétolé. Donc, du coup, on travaille la cellule liège. La cellule liège, c'est de l'écorce d'arbre, hein, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, on arrive à faire des sols amortissants en liège qui drainent. Voilà. Après, là, quoi de mieux que la variété, la mixité des matériaux. Et pour varier les plaisirs, il faut... Voilà, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit tout à l'heure, mais c'est une belle expression de pouvoir prendre du plaisir sur des choses qui nous semblaient inaccessibles, simples et parfois peu chères. Et finalement, tout n'est pas dans le catalogue, mais parfois un simple bidon, une planche, un petit bout de filet, ça peut faire l'affaire. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Je te passe la parole pour gérer le débat, installer le pot. Bon, et après ces 3 interventions, merci beaucoup déjà à ces 3 intervenants, c'était vraiment passionnant. Merci à tous. J'imagine que ça a suscité de nombreuses interrogations à vous. Donc c'est peut-être le moment de se prendre une dizaine de minutes avant que de boire un petit coup et de manger 2-3 choses. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ça devrait marcher. Mais bonsoir et merci beaucoup pour les présentations, c'est vraiment fabuleux, j'adore. J'ai une question sur l'immobilier, donc vous avez dit c'est fait sur mesure et pas dans le catalogue, donc qui produit ces mobiliers? Est-ce que c'est des agents des écoles ou c'est vous? Est-ce qu'il faut que ça soit certifié? Parce que moi je viens d'Allemagne, je ne connais pas beaucoup des réglementations en France, mais je sais qu'il y en a un tas. Et je crois qu'il y a pour la sécurité, il y a pas mal des choses à respecter. Comment vous gérez ça? Et les peintures par terre de chez vous, combien de temps ça dure que ça s'abîme en fait? Merci. Alors pour le mobilier, il va y avoir une réponse en 2 temps. Je vais vous apporter la première partie et je pense que le dernier intervenant va arriver avec la seconde partie de la réponse, je pense. Nous, on sort du cadre du jeu d'enfant. On est en train de faire du mobilier. Donc en fait, on est en train de faire du mobilier d'assises en gros. Et les règles sont très différentes et beaucoup moins strictes que dans le cadre d'un mobilier ludique, où là par contre ça va être très compliqué pour des concepteurs non accompagnés par un bureau d'études spécialisé, technique, comme le monsieur dont je ne connais pas le nom, qui nous a présenté la deuxième partie, où là par contre il y a toute l'ingénierie, le savoir-faire lié à des hauteurs de chute, aux arêtes comme il a évoqué, tous ces éléments-là. On sort, et c'est aussi une pirouette de faire un mobilier qui est simple et à la fois ludique comme je l'évoquais, mais qui ne propose pas des hauteurs de chute incroyables, ce genre de choses, quoi. Ça, on est vraiment obligé d'aller vers du mobilier, un savoir-faire spécifique. Ça, c'était la première partie de la réponse. Si vous voulez aborder le sujet du mobilier vraiment spécifique, mobilier ludique avec les normes, je passerai la main ensuite. Et la deuxième partie de votre question, c'était... C'est nous qui les produisons et c'est l'entreprise qui le réalise, l'entrepreneur qui fait les travaux. Donc c'est un lot mobilier qui s'occupe de ça. Et nous, on le conçoit. Et la peinture, c'est la deuxième partie, donc c'est pas une peinture classique, c'est une peinture qui est exprès, qui est censée être donc au sol, qui résiste aux UV, donc ça, la durabilité
très clairement, elle est bonne de plusieurs années, mais par contre, les couleurs qu'on vous a montrées sont très flash au départ et rapidement, en fait, on retombe sur des couleurs un petit peu plus pastel. Donc ça, voilà, on l'a expérimenté, il n'y a pas 36 solutions, c'est l'agressivité des UV qui fait que la couleur ne reste pas aussi vive en extérieur. Mais par contre, on garde une couleur pendant plusieurs années. Là, on a réalisé en 2019, hein, c'était 2019, ça a pas bougé, il n'y a pas de problème. Alors peut-être vous pouvez répéter la question pour monsieur qui ne l'a pas entendu. Oui, en fait, c'est votre mobilier. Donc chez vous, il y a pas mal des choses où on peut tomber travers et tout ça. Et avez-vous des normes pour ces meubles ou comment faire Attendez. Ce que je vous propose, peut-être qu'il y a 3 personnes, vous pouvez peut-être avoir quelqu'un du CEE, vous, et puis Stéphanie. Allez-y. Concernant les aires de jeu, alors volontairement, je ne vais pas utiliser le terme de mobilier, parce que quand on fait le mobilier pour nous, c'est un banc, une poubelle, et là-dessus, on est moins contraint par rapport à la norme. Si on dit mobilier de jeu, en fait, c'est qu'il y a 2 choses. En fait, il y a le jeu par contre, est soumis à un décret d'application européen. Donc c'est une loi, c'est même plus une norme. Une norme est une recommandation. Un décret d'application, c'est une loi à exécution obligatoire. Donc il y a un décret d'application qui est le 1176, NFEN 1176. Et là-dessus, il y a des règles, c'est-à-dire que des hauteurs, de largeur, de dimensions. Donc chaque jeu doit être certifié par un bureau de contrôle en amont, à la conception. Si jamais tout le monde peut faire son jeu, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il va falloir faire des plans d'exé, des normalisations, des essais en usine qui vont être relativement onéreux. Et ensuite, on l'installe. Et il faudra refaire passer un bureau de contrôle derrière pour valider que l'installation correspond bien à ce qui était prévu par la norme du fabricant. Donc il y a toute une démarche. C'est pour ça qu'il est parfois plus facile de prendre un jeu dans un catalogue, même si on fait des sur-mesures, hein, c'est pas ça le souci. Hein. Mais on prend un jeu dans un catalogue, ça nous fait gagner un peu de temps, et puis on sait que le jeu est déjà normalisé en amont, et ensuite on peut l'installer, et une fois qu'il est installé, il faudra traiter le risque de chute. Alors, il est plus aisé de le faire avec un sol amortissant type gravier roulé, copeaux, mulch, etc., qu'un sol synthétique qui, dans le contexte actuel, semble un peu déplacé. Alors, un jeu comme celui-ci, là, on a traité le sol amortissant avec du mulch. C'est du copeau de bois, en fait, sur une épaisseur de 30 à 40 cm. Alors, je vais commencer à faire une... On ne va pas passer non plus toute la discussion sur le mobilier. Hein. Voilà. Mais ça, voilà. Ça, en fait, il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Soit c'est du sport, soit c'est du jeu, soit c'est du mobilier. Et tout dépend quelle fiche on va fournir. Si on écrit mobilier, ben, on sera un peu tranquille. Voilà. Là, c'est un petit peu du... Voilà. Merci. Bonsoir, j'ai une question pour CLAP. Déjà, je voulais vous féliciter pour les super projets. Et j'avais une question moi, qui est relative au coût aussi, mais vous avez aucun site pollué dans vos chantiers et notamment celui de Libourne où vous êtes à 70 cas d'aménagement. Oui, c'est une super question. Donc sur le chantier de Libourne, sur tous les chantiers, on touche du bois. Non, il n'y a pas eu de problème d'amiante, en tout cas dans le sol. Nous, on a été soumis à faire cette analyse-là. Donc, parce que ça peut vraiment retarder le chantier quand c'est des écoles où on sait que l'enrobé a été mis il y a très longtemps, et puis on sait pas trop l'historique aussi. Souvent, on n'a même pas les réseaux. Au début, c'est très dur d'avoir toutes ces informations-là. Donc bien sûr pour les réseaux on fait passer un géomètre, mais ensuite pour l'amiante dans le sol, ça par exemple c'est pas un bureau de contrôle, hein. C'est une expertise qu'on fait à l'amont et qu'on préconise aussi à la maîtrise d'ouvrage qui veut se lancer dans un projet d'école. Tu veux compléter ?
Stéphanie évoque l'amiante dans le sol, c'est parce que les anciens enrobés avaient de l'amiante. Mais j'imagine que vous évoquez les polluants du sol type métaux lourds dans la terre. C'est bien ça que vous aviez en tête. On a fait les analyses et coup de bol, comme le disait Steph, on n'a pas eu de problème sur les 3 écoles. Merci d'avoir répondu à la question. Alors, des questions courtes, des réponses courtes aussi, s'il vous plaît. Première question courte. Est-ce que parmi les activités proposées aux élèves dans les cours d'école revégétalisés, il y a le compostage? Parce que ça peut être pédagogiquement intéressant. Deuxième question courte. À force, ça fait une longueur de question. Désolé. Dans la deuxième question, en termes de mission, avec le temps passé à la concertation, mais c'est pas propre aux écoles, mais là c'est particulièrement intéressant. Comment c'est compatible avec le mode de rémunération des concepteurs dans les normes proposées par la MIQCP, etc. Il y avait aussi une intervention du CEE, hein, donc n'hésitez pas à parler aussi. Hein. Alors sur le compostage, oui, le compostage, à partir du moment où, quand on travaille avec les élèves, quand on parle de sol vivant, quand on travaille avec le vivant, on a aussi cette notion de gestion de ces déchets et comment on peut les réutiliser, les valoriser, et automatiquement le compostage il arrive très rapidement. Et même dans l'entretien, dans la gestion par exemple des feuilles, plutôt que de les évacuer ou devoir les mettre ailleurs, le compostage, ils se rendent vite compte que c'est une solution très, très simple, très pratique et évidente à mettre en place. Je vous laisse prendre. Oui, tout à fait. Et ensuite, sur la question de la concertation, participation, c'est pour ça qu'on a bien insisté aussi sur le côté... Il y a vraiment cette démarche participative qui transpire du début jusqu'à la fin, mais par contre, il est très important de extrêmement la cadrer et de pouvoir en faire ressortir vraiment toute la productivité qu'il doit y avoir dans ce genre de réunion. Pour nous, nous, c'est primordial qu'on puisse les rendre efficaces et donc que le nombre soit limité. En tout cas pour nous, maître d'œuvre, on démarre un contrat en disant pour nous il y a tant de réunions, même des fois ça peut être très court, il peut suffire de 2 réunions où on voit tout l'ensemble des personnes. Alors on les voit avant que le projet soit fait, pendant que le projet soit fait, est fait. Et à ce moment-là, il faut un cadrage, parce que si on cadre pas, ça dépasse et on n'a pas les honoraires pour ça. Je rajoute une phrase rapide. Donc sur la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques que vous avez évoqué tout à l'heure, donc qui est un cadre qui permet normalement de cadrer les honoraires. La question est tout à fait ouverte et à répondre. Aujourd'hui, on est lié à un pourcentage et comme on l'a expliqué tout à l'heure, on essaye d'être dans la frugalité, de faire baisser au maximum le prix des espaces publics. Donc forcément, si on est lié à un pourcentage, ça veut dire que mathématiquement, nos honoraires descendent. La rémunération en pourcentage du concepteur est, selon nous, dépassée et peut-être qu'il faut réfléchir en termes de mètres carrés. Faire une cour d'école à 200 € du mètre carré ou à 20 € du mètre carré, en fait, c'est le même travail. Nous, on arrive, si la programmation a été faite par le CAUE, que c'est génial, en dessous de 10 € du mètre carré, c'est très compliqué pour nous d'agir. Si on doit faire la programmation en plus, que vraiment il y a du temps, il nous faut 20 € du mètre carré. Les autres concepteurs, vous pouvez donner votre avis sur ça. En tout cas, ils le feront plus tard. Ils le feront plus tard. Moi, j'avais une question pour Clap également. Comment vous avez réussi à voir les chantiers des écoles, si c'était par concours, si c'était un concours groupé, comment vous avez réussi à... Parce que j'imagine qu'après Stanislas vous a fait appel à vous comme c'est du privé parce que vous aviez ces références. Oui, tout à fait. Tout est parti de l'école sud de Libourne où en fait en
2016, nous, on s'est installé sur Libourne avec Florian. Donc jeune agence et une ville à notre, on va dire, à notre portée, on va dire, donc où on a osé se présenter à la mairie et dire qu'on était paysagiste concepteur et voilà, éventuellement on peut collaborer ensemble. Donc on s'est fait juste connaître au départ. Ça, je sais pas, il s'est passé peut-être 2 ans après, et puis à un moment donné, ils ont pensé à nous en disant il y a ce projet de cours d'école. Ils ont fait appel peut-être à quelques concepteurs, et c'était sur devis et méthodologie, en dessous des seuils des marchés publics, du coup. Oui, c'est pour le CAE et CLAP. C'est dès le début des projets, est-ce que vous êtes entouré par toute une équipe? Est-ce que vous avez créé une équipe ou vous êtes tout seul sur le projet? Alors au CAE, par définition, on travaille toujours en équipe. Le CAE a cette capacité d'avoir plusieurs profils, plusieurs métiers, et dans notre essence, dans notre ADN même, c'est de travailler en équipe. Donc on est souvent soit plusieurs paysagistes, soit paysagistes archi, paysagistes et écologues, mais on travaille toujours au moins un binôme, notamment sur ces thématiques-là, avec une implication lourde dans les écoles, un temps important. Donc oui, c'est toujours en équipe qu'on y va. Juste, je vais répondre pour nous, donc oui, il faut, quand on répond à des appels d'offres, c'est sûr qu'on répond en équipe avec des VRD, donc voiries, réseaux divers, ou des architectes s'il y a vraiment le sujet d'une pergola, d'un préau à imaginer. Là, en l'occurrence, quand on est allé visiter le premier projet de Libourne, le site en question et le budget, concrètement, on ne pouvait pas se payer et partager nos honoraires avec un VRD. Et puis, il n'y avait pas de sujet de sol au départ. La question se pose pour Stanislas, où quand on va rentrer dans des... Parce qu'il y a plusieurs phases de projet, de travail. Là, on a fait la maternelle juste en étant concepteur paysagiste. Et on voit que pour l'école élémentaire, avec le nombre de réseaux qu'il y a, même si on ne les touche pas, il peut y avoir un petit appel à un confrère VRD pour s'épauler un petit peu plus, en effet. Mais quand on ne refait pas les réseaux, concrètement, et qu'on s'en sent, on peut aussi répondre en tant que concepteur paysagiste. Merci beaucoup. Je vous propose, si vous avez d'autres questions, de les poser à tout le monde auprès, avec un petit verre de blanc ou de ce qu'il y a. Et merci beaucoup à tous nos intervenants, et puis bonne soirée à tous.